La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe des Républicains pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Avant d'aborder les orientations des finances publiques dans le cadre de ce débat, il me paraît opportun de resituer le contexte actuel de nos finances. Hélas, un grand nombre de voyants budgétaires sont au rouge, la Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné. En premier lieu, en ce qui concerne notre déficit, si celui-ci se réduit en 2018 à 2,5 points de PIB, la situation de la France reste plus dégradée que celle de la plupart des pays européens. En effet, le solde public de la zone euro est de moins 0,5 points de PIB, quand l'Allemagne a un excédent d'1,7 point de PIB et les Pays-Bas de 1,5 points. C'est dire que nos résultats sont nettement moins bons que ceux de nos partenaires. L'Italie a par exemple de bien meilleurs résultats que nous, avec un déficit moindre de 0,4 points de PIB que celui de la France. En second lieu, notre effort structurel est moindre. D'après les estimations de la Commission européenne, l'effort structurel cumulé au cours des années 2011 à 2018 a été moins important en France que dans la zone euro. De plus, si en France l'effort structurel a porté essentiellement sur les recettes, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires, dans l'ensemble de la zone euro, l'effort s'est partagé entre les recettes et les dépenses. Et ceci est révélateur que la France n'a pas produit tous les efforts qu'elle aurait pu produire sur les dépenses. Selon les prévisions de la Commission européenne du 7 mai dernier, la France a, en 2019, le déficit public le plus élevé de la zone euro, à moins 3,1 points de PIB. C'est la première fois que notre déficit public se détériore depuis 10 ans. En troisième point, la Cour des comptes attire l'attention sur les risques d'une hausse prévue du déficit public avec un risque de dépassement des dépenses pilotables de 4,3 milliards d'euros, résultant de 2,8 milliards d'euros de dépassement par rapport à la loi de finances initiale et de 1,5 milliard de réduction de dépenses présentées dans le programme de stabilité et pour autant non justifiées. Sur nos dépenses publiques, l'effort est à nouveau repoussé. En quatrième point, notre décrochage au niveau européen est relativement inquiétant, car la France n'a pas finalement amorcé la décrue des dépenses publiques, alors que les autres pays se sont engagés dans la voie des efforts. En cinquième point, notre ratio de dette devrait augmenter à nouveau en 2019 de 0,5 points, après certes s'être stabilisé en 2018. Enfin, et c'est le sixième point, l'État est le plus mauvais élève. Car si notre solde public diminue de 2,8 points en 2017 à 2,5 points en 2018, c'est uniquement grâce aux collectivités territoriales qu'il nous faut remercier et grâce à la sécurité sociale. En effet, le déficit de l'État représente, et le président de la Commission des finances l'a rappelé, représente 125% du déficit public. L'état des lieux étant fait, venons-en maintenant à 2020-2022 en reprenant les mesures d'urgence économique et sociale de 2019. Les décisions prises pour apporter une réponse au mouvement social de l'automne produisent un coût en 2019 pour l'État de 10,9 milliards d'euros. Il s'agit du renoncement à l'augmentation de la taxe trajectoire carbone pour 3,9 milliards d'euros, de la revalorisation de la prime d'activité pour 2,8 milliards d'euros, de la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires pour 2,4 milliards d'euros, de l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités les plus modestes pour 1,4 milliard d'euros, de l'extension du chèque énergie et renforcement de la prime à la casse pour 0,4 milliard d'euros, du versement d'une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Seuls 4 milliards d'euros de ces mesures ont été financés par un effort de réduction de la dépense publique de 1,5 milliard et par des recettes supplémentaires pour 2,5 milliards. Dans ces recettes supplémentaires, nous avons le report de la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'instauration d'une taxe sur les activités numériques et une modification des règles de l'intégration fiscale. Et c'est là que le bât blesse. En premier lieu, comme le souligne d'ailleurs le rapporteur général dans son rapport, les économies de gestion à concurrence de 1,5 milliard d'euros n'ont toujours pas été documentées. Monsieur le ministre, certes, il nous faudra probablement attendre la loi de finances rectificative, mais il est regrettable qu'à ce stade, à cette période de l'année, vous ne puissiez nous communiquer des pistes sur cette diminution des dépenses pilotables de 1,5 milliard pour 2019. De plus, en avril 2019, le président de la République a annoncé pour 2020 une baisse de l'impôt sur le revenu,
la réindexation des retraites de moins de 2 000 € au niveau de l'inflation et la reconduction pour 1 an de la prime exceptionnelle de 1 000 € sur certaines conditions. Ces mesures représentent 6,4 milliards d'euros d'impact budgétaire, dont 4 milliards sont compensés dans la trajectoire qui nous est présentée. Alors, que seront ces 4 milliards d'euros compensés? Parce qu'effectivement, sur ces dépenses nouvelles annoncées par le Président, ce sont finalement au total environ 17 à 20 milliards d'euros, dont plus des 3/4 aujourd'hui ne sont pas financés. Plus des 3/4 ne sont pas financés. Alors, plusieurs pistes sont lancées probablement comme des ballons d'essai. Ce serait la révision de certaines niches fiscales, qui sont alors, je le redis ici, des augmentations d'impôts pour certains contribuables. C'est également l'aménagement des APL reporté en janvier 2020 qui va rapporter 900 millions d'euros d'économies en année pleine. Cela pourrait être également une intensification de la maîtrise des dépenses publiques, mais là encore, il n'y a pas d'éléments documentés. Qu'en est-il de l'impact financier de la réforme de l'assurance chômage en 2020 qui a été évoquée par Monsieur le ministre Bruno Le Maire il y a quelques instants? Non, pas beaucoup d'éléments. Pas un mot également sur la réforme des retraites, de la dépendance qui peuvent produire des effets. Force est de constater que le gouvernement reste silencieux sur les mesures visant à réduire la dépense publique. Si la majorité donne des leçons sur les propositions de loi Les Républicains, qui sont pourtant accompagnées de fortes baisses de la dépense publique, nous ne l'entendons jamais, nous ne vous entendons jamais, mes chers collègues, dénoncer les milliards non financés du gouvernement. Ce sont là 2 poids, 2 mesures, et ce dogmatisme, ce mépris envers l'opposition ne servent pas, mes chers collègues, votre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Qu'en est-il de la diminution des effectifs dans la fonction publique? Qu'en est-il de l'objectif de réduction nette de 50 000 emplois dans la fonction publique d'État? Pas d'informations sur cet élément. La situation en résultant laisse 2,4 milliards d'euros dans les déficits dont la prévision remonte alors à 2,1 points, conduisant à une prévision de déficit en augmentation de 0,1 point en 2020, en 2021 et en 2022. Par ailleurs, le gouvernement envisage de créer une nouvelle taxe sur les billets d'avion au départ de la France, alors que le Président de la République et le Premier ministre affirmaient encore il y a quelques jours ne pas vouloir créer de nouvelles taxes ni augmenter les déficits. C'est finalement tout le contraire qui arrive. En France, un problème, la solution proposée reste une nouvelle taxe, alors que justement, ce sont les taxes qui sont le problème. Arrêtons avec l'écologie punitive, ne passant que par les taxes et les normes. Adoptons enfin une écologie positive et incitative. Certes, le décalage de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de Français les plus aisés, prévu initialement d'ici à 2022 et décalé d'1 an, devrait générer 3,7 milliards d'euros en 2 ans. De surcroît, la charge de la dette baisse, un certain nombre de personnes ici l'ont rappelé, et permet, selon la Cour des comptes, d'escompter jusqu'à 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires l'an prochain, et selon le rapporteur général, un gain de 11,9 milliards d'euros à l'horizon 2022 au regard de la prévision établie en 2017. En revanche, la dette publique continue d'augmenter. Elle continue d'augmenter, elle était à un niveau en 2016 de 2 188,5 milliards d'euros. Elle aboutit à fin 2018 à 2 315,3 milliards d'euros. C'est donc au total 126,8 milliards de plus d'euros de dette en 2 ans. Alors oui, l'ambition de réduction de la dette est revue à la baisse, Monsieur le Ministre. Et l'écart entre la dette prévue dans la loi de programmation des finances publiques en janvier 2018 et le programme de stabilité d'avril 2019 est à l'échéance 2022 de 5,4 points de PIB. C'est un écart extrêmement important. Le rapporteur ajoute d'ailleurs que, et je le cite, « la France ne s'endette pas seulement pour financer des dépenses d'investissement, mais qu'elle finance également par la dette ses dépenses de fonctionnement depuis de nombreuses années. » Vous avez vous-même ajouté, Monsieur le Ministre, à cette tribune, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Et oui, nous vous rejoignons sur ce constat. Pour autant, les efforts ne sont pas au rendez-vous. En conclusion, ce débat d'orientation des finances publiques à ce stade nous laisse sur notre faim. Alors que nous parlons de 2020, nous ne connaissons pas encore, au 11 juillet 2019, la réalisation des économies de gestion de 1,5 milliard d'euros pour 2019. Les pistes sur la baisse des dépenses publiques 2020 restent floues. La dette continue à évoluer et la réduction de la dette initialement envisagée est d'ores et déjà relayée aux calendes grecques. En matière de maîtrise des comptes publics, nous allons de renoncement en renoncement du gouvernement qui a abandonné toute ambition en termes de maîtrise de nos comptes. Les taux bas sont un piège finalement, qui vous aveugle et vous conduit à justifier vos renoncements. En fait, hélas, le gouvernement continue à financer les mesures
par la dette, et c'est fortement regrettable. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Louwagie. La parole